Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouvel After Work organisé bien sûr par les programmes MRHC et puis comme d'habitude en partenariat avec l'association HR Genève. Donc ce soir, nous avons le grand plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir Adriaan Bangerter pour cet After Work dont le thème est rumeurs, ragots et potins au travail. Vous l'avez vu, vous êtes nombreux à vous joindre à nous. Alors, merci à Adriaan d'avoir accepté de venir. Adriaan est important au sein du programme parce qu'il est co-directeur, responsable de la filière management humain, responsable des modules psychologie du travail et méthodes de recherche, et puis recrutement et sélection. Donc, plein de choses à nous dire. Merci beaucoup, Adriaan, et puis à toi. Merci. Merci pour l'invitation. J'imagine que vous pouvez entendre ma voix parce que je peux l'entendre assez bien. Vous aussi? Oui, ok. Très bien. C'est un plaisir pour moi de venir me déplacer à Genève pour parler d'un de mes sujets de recherche préférés qui concerne donc les rumeurs, légendes urbaines, commérages, ragots, potins, etc. au travail. Et afin qu'on voie de quoi il s'agit, je voudrais commencer en passant en revue rapidement quelques exemples de ce dont je veux parler. Vous avez peut-être entendu parler que le fait d'écouter la musique de Mozart peut faire de votre enfant un génie. Vous avez peut-être ou peut-être pas entendu que la reine Élisabeth en fait n'est pas un être humain, mais une créature reptilienne qui se cache sous la forme humaine. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de la vieille dame qui a voulu faire sécher son chien dans le micro-ondes. Nous savons tous que le micro-ondes, ce n'est pas quelque chose qui est typiquement utilisé pour faire sécher des caniches, mais plutôt pour faire réchauffer de la nourriture. Si vous n'avez pas de micro-ondes, il ne faut pas désespérer parce qu'on peut faire cuire de la nourriture par d'autres moyens. Ici, vous avez une idée que vous pouvez tester chez vous. Vous prenez 2 téléphones portables et vous les allumez, vous appelez un téléphone par le biais de l'autre, et puis vous pouvez cuire un œuf. Vous avez peut-être entendu parler, c'est des choses qui circulent régulièrement, en tout cas dans mon réseau sur Facebook, qu'il y a des fourgonnettes blanches qui circulent dans des villages suisses romands qui abritent des trafiquants d'enfants. Vous avez certainement entendu parler du fait que les vaccins causent l'autisme. Donc là, il s'agit de plusieurs exemples de ce qu'on appelle de manière groupée des croyances populaires, des récits populaires, qu'on classe dans la recherche en sciences sociales, typiquement dans des catégories un peu différentes. Tantôt, il s'agit de rumeurs, tantôt de légendes urbaines ou de théories du complot, ou encore de commérages. Alors, c'est des formes de croyances, c'est des formes de récits qui sont un peu différents, mais moi j'aime bien mettre l'accent sur leurs points communs. C'est des noms qui sont différents, mais beaucoup d'aspects des phénomènes sont communs. Et quand on analyse un peu ces phénomènes, on se rend compte de ces points communs. On apprend, je trouve, des choses très intéressantes sur le fonctionnement des cultures, des systèmes sociaux et aussi de la vie organisationnelle. Donc, ce que je voudrais vous proposer ce soir, c'est qu'on passe en revue 4 études de cas. Et donc, c'est un after work, donc vous avez envie de vous détendre. Je vais vous raconter un peu des histoires de ces différentes études de cas qui me concernent aussi en partie personnellement. Donc, il s'agira de l'effet Mozart, de la rumeur, d'une rumeur particulière qu'on appelle la rumeur d'Orléans, des théories du complot et du commérage. Et je voudrais, à travers ces études de cas, répondre à un certain nombre de questions. Qui croit à ce genre de choses? Qui propage ce genre d'histoire? Quels sont les mécanismes par lesquels ces croyances, ces histoires se propagent? Et peut-être question la plus importante, quelles sont leurs fonctions? À quoi est-ce qu'elles servent? Pourquoi est-ce qu'elles se propagent naturellement si facilement?
Vous savez peut-être qu'il y a une partie du marketing qui s'intéresse à ce genre d'idées, parce qu'on s'intéresse dans le marketing, on essaie aussi de faire passer des idées. Typiquement, on est obligé de mettre beaucoup d'argent pour faire passer certaines idées, donc on est naturellement intéressé à des idées qui se propagent toutes seules. Et donc, si on comprend un petit peu les moyens par lesquels ces idées fonctionnent, on arrive peut-être à faire ce qu'on appelle du reverse engineering pour faciliter leur propagation pour les idées dont on voudrait qu'elles se propagent. Mais comme vous le savez aussi, si vous avez habité sur cette planète ces dernières années, il y a aussi beaucoup d'idées qui se propagent dont on voudrait arrêter la propagation. Et donc, on va aussi tirer quelques leçons pour la vie organisationnelle. Typiquement, on s'intéresse à la manière de gérer les rumeurs, de contenir les rumeurs, de gérer les commérages. Mais il y a, je trouve, des leçons beaucoup plus profondes à en tirer sur le fonctionnement même de la vie organisationnelle. Alors, je commence tout de suite avec le cas de l'effet Mozart, qui est un cas qui me concerne personnellement. Alors, j'ai découvert, donc j'ai fait des travaux là-dessus, mais j'ai découvert l'effet Mozart quand je suis arrivé en tant que jeune postdoc. J'avais fini ma thèse, je suis arrivé en Californie pour faire un travail de recherche à l'université de Stanford. Et puis, en même temps, mes enfants sont nés à l'hôpital de Palo Alto. Et donc, c'était des jumeaux. Et donc, lors de la naissance, ma femme et moi, on a reçu un espèce de petit paquet d'échantillons gratuits. Enfin, 2 petits paquets, puisqu'il y avait 2 enfants. Puis donc, dans ce genre de paquet, vous avez des langes, vous avez de la nourriture pour bébé, vous avez de la poudre, etc. Et puis donc, on a utilisé tous ces produits. Et puis, il y avait aussi un CD qui contenait de la musique classique. Et vous avez ici la couverture de ce CD, qui vaut la peine d'être analysé un peu en détail. Vous avez ici, donc ça s'appelle Smart Symphonies, les symphonies intelligentes. La musique classique pour stimuler le développement de votre bébé. C'est sponsorisé par une marque de nourriture pour enfants. Et vous n'arrivez peut-être pas à voir, ici vous avez ici la figure d'un bébé qui porte un habit de chef d'orchestre, qui tient un bâton de chef d'orchestre. Et ce que vous voyez ici, c'est des notes musicales qui entrent dans son oreille droite et qui sortent par son oreille gauche. Sauf que ici, je suis désolé, vous le voyez vraiment mal. Peut-être qu'on le voit mieux ici. Vous voyez des formules mathématiques qui sortent de son oreille gauche. Alors, cette histoire droite-gauche, ce n'est pas un hasard. Hein. On s'est fait allusion au cerveau droit qui est censé être intuitif, etc., puis au cerveau gauche qui est censé être logique et rationnel. Et donc, en enquêtant sur cette idée, j'ai découvert une étude qui a été effectuée en 1993 qui montrait que si vous faites écouter la musique de Mozart, une sonate de Mozart, à des étudiants universitaires, et aux mêmes étudiants, vous leur faites passer des instructions de relaxation, ou vous les faites se tenir en silence pendant 10 minutes, et après ces 3 conditions, vous les faites remplir un test d'intelligence spatiale. Après avoir écouté la musique de Mozart, ils réalisent un gain de performance, donc ils sont plus intelligents après avoir écouté la musique de Mozart qu'après avoir suivi les instructions de relaxation ou après s'être assis en silence pendant 10 minutes. Ça, c'est la sonate qu'ils ont utilisée, si vous avez envie d'essayer ça chez vous. Et donc, c'est quelque chose qui a pas mal suscité d'intérêt. Il y a eu des autres études qui ont suivi, notamment des études où on a fait passer la musique de Mozart à des rats in utero, donc des rats dans l'utérus de leur mère, et puis on a vu que ces rats, après la naissance, naviguaient des labyrinthes plus rapidement que des rats contrôle. Alors, la fête était finie en 1999 lorsque une méta-analyse a été publiée, donc c'est une étude qui synthétise les résultats de plusieurs études et qui montre qu'en fait, il n'y a pas d'effet Mozart. Ce bénéfice que vous voyez là, il n'existe pas, c'est juste un hasard de cette étude-là. Lorsqu'on répète les études, on voit qu'il n'y a pas d'effet Mozart. Donc, la méta-analyse était intitulée « Requiem pour l'effet Mozart ». Mais dans la culture populaire, en fait, l'effet Mozart a persisté pendant très longtemps.
Il a été cité dans des centaines d'articles de presse. Il y a des livres populaires qui ont été écrits, des collections CD. Baby Einstein, si vous avez eu des enfants dans les années 2000, vous avez probablement acheté ces jouets, Baby Einstein, etc. C'est des vidéos où le bébé, on le met devant l'écran, il y a de la musique classique, et puis il y a des espèces de couleurs et de bâtons et puis de formes qui sont projetées sur l'écran. Et puis l'idée est de stimuler les connexions synaptiques du bébé tout en l'exposant à la musique de Mozart. La législation a suivi le pas. Plusieurs États ont mandaté, par exemple, des parts de budget pour distribuer des CD de musique classique au nouveau dans les hôpitaux d'État. Et en Floride, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais depuis 1998, il était pendant plusieurs années obligatoire de passer 30 minutes de musique classique par jour dans des jardins d'enfants qui sont subventionnés par le gouvernement. Donc vous voyez ici les implications, les suites, les conséquences de cette idée qui paraît assez intuitive et assez puissante. Et c'est une idée qui s'est même diffusée dans la presse de beaucoup de pays. Vous avez ici un CD-ROM que mon collègue m'a rapporté de Chine. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans cette idée qui la rend si contagieuse? Alors on a commencé nos études en essayant de voir la temporalité du phénomène. On a pu voir en regardant les mentions de l'effet Mozart dans la presse, entre la fin de 1993 jusqu'en 2001, qu'on peut dessiner une espèce de courbe de cycle de vie de cette idée qui passe par 3 phases. Une phase d'émergence, où vous avez un peu d'intérêt mais rien de soutenu. Un intérêt soutenu qui dure pendant plusieurs années, donc une phase de croissance. Et puis une phase de déclin, où l'intérêt médiatique s'estompe peu à peu. Alors, pourquoi est-ce que cette idée a eu autant de succès? Dans l'analyse que nous avons faite, on a isolé un peu le fait que ça parle aux gens. Ça parle aux gens parce que ça parle à une insécurité ou une anxiété que beaucoup de gens ont. J'ai envie de dire dans la société américaine, mais ce n'est peut-être pas quelque chose qui est spécifique à la société américaine, qui est l'idée comme quoi on doit développer rapidement, très rapidement, l'intelligence de l'enfant. C'est l'idée du développement précoce, du déterminisme infantile, c'est-à-dire qu'il y a une petite fenêtre critique où c'est important que les connexions synaptiques se fassent, et une fois que cette fenêtre est fermée, se ferme tout d'un coup, eh bien c'est trop tard, votre enfant sera bête à vie. Et donc, dans cette idée-là, l'effet Mozart offre aux parents, aux éducateurs, des actions simples pour pallier à l'anxiété qui est générée, la culpabilité qui est générée dans le fait de ne pas faire assez pour le développement intellectuel de son enfant. Alors, vous avez ici une journaliste qui, après avoir entendu parler de l'effet Mozart, a tout de suite inscrit son enfant pour des leçons de musique. Puis elle dit, après quelques leçons, je me sentais plus coupable de ne pas leur avoir fait écouter du Mozart pour aider leur petit cerveau à se développer. Un autre élément intéressant dans j'appellerais ça un mythe scientifique, c'est le fait qu'à mesure qu'on va propager l'idée va se transformer. Et ça, c'est quelque chose qui est commun à plusieurs formes de croyances populaires. Si on se rappelle le phénomène de départ, c'est donc dans l'étude d'origine, écouter du Mozart pendant 10 minutes provoque une augmentation temporaire des performances d'intelligence spatiale d'environ 8 à 9 points QI chez des étudiants universitaires. Alors, toutes ces limites ont été oubliées ou estompées dans l'un ou l'autre article de presse. Vous avez ici un exemple d'un article qui prétend qu'il y a eu beaucoup d'études sur l'effet Mozart et la façon dont il aide des écoliers, des lycéens et même des nouveau-nés à augmenter leur performance mentale, alors qu'il n'y a jamais eu d'études sur les nouveau-nés. Ça, c'est quelque chose qu'on a inventé. Là, vous avez un exemple. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé de manière systématique dans un grand échantillon de presse les populations qu'on mentionne en association avec l'effet Mozart. Alors, la population d'origine sur laquelle portait la première étude, les étudiants universitaires, baisse avec le temps. Les enfants, la mention d'enfants augmente avec le temps. Et ce que je trouve le plus frappant, c'est que la mention de nouveau-nés, donc il n'y a jamais eu d'études sur les nouveau-nés, c'est quelque chose qui augmente et qui est même plus fréquent que les études universitaires en 2002, au moment où on a arrêté notre suivi. Donc quelque part, quand les gens vont raconter ce mythe,
ils vont aussi le transformer et ça va aussi s'adapter à devenir plus pertinent en quelque sorte pour les anxiétés auxquelles ça doit pallier. Passons tout de suite à un deuxième cas qui est celle de la rumeur. Donc là, on va regarder un exemple typique de rumeur qui est la rumeur d'Orléans. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de la rumeur d'Orléans? Alors, c'est quelque chose qui surgit, comme son nom l'indique, dans la ville d'Orléans, en France, en 1969. Et c'est une rumeur qui a été très bien documentée dans un ouvrage classique d'une équipe autour du sociologue français Edgar Morin. Et donc, on se retrouve en mai 69 à Orléans. Et la rumeur, l'histoire parle de boutiques de confection, donc de mode, qui sont tenues par des commerçants juifs dans la ville. Et on prétend que des jeunes filles qui auraient fréquenté ces boutiques auraient été droguées et enlevées alors qu'elles essayaient des habits dans les cabines d'essayage. Comment ça se passe? Typiquement, on essaye des chaussures à talons, puis il y a une petite aiguille avec une drogue qui va vous piquer le talon, et puis vous allez vous évanouir. Et puis, on va acheminer ces malheureuses victimes. Alors, il y a différentes versions de la rumeur. Une version, c'est par un réseau de tunnels souterrains vers des villes portières comme Marseille, une ville de débauche par excellence, pour être transportés dans des pays étrangers et contraints de se livrer à la prostitution. Donc, c'est vraiment une histoire qui est assez cocasse. Et les chercheurs, dès que la rumeur commence à émerger, les chercheurs vont aller sur place, ils vont interroger les habitants de la ville d'Orléans pour reconstruire un peu la rumeur. Ils vont aussi parler d'une histoire de cycle de vie. Donc, il y a une première phase, donc c'est une cycle de vie qui s'aligne métaphoriquement. La terminologie que les chercheurs choisissent, c'est un peu comme un cancer qui envahit le corps social, puisqu'on parle de phase d'incubation, où la rumeur se développe dans le milieu social populaire, dans ces groupes-là. Notez que c'est des groupes qui sont plutôt de sexe féminin, mais là, je pense qu'il n'y a pas de quoi généraliser. Les études ultérieures montrent que ce genre de choses n'est pas particulièrement l'apanage de femmes. Alors, au début, ça concerne un seul magasin. Et après quelques semaines, donc, la rumeur va se propager dans d'autres milieux, cibler d'autres commerçants. Le nombre de cas augmente, on prétend une 60aine de cas. On a des comportements de panique collective. Et la troisième phase, ce que les auteurs appellent la phase de métastase, 3 jours fin mai, c'est une espèce de paroxysme, où on prétend des choses de plus en plus fantastiques. Je vous laisse un peu lire. Ça, c'est vraiment des choses qu'on retrouve classiquement, qu'on retrouve dans beaucoup de rumeurs, que les autorités sont de mèche, par exemple, avec les trafiquants. On a des rassemblements devant les boutiques, donc ce qui n'est pas sans rappeler les pogroms qu'il y a eu à l'intention des Juifs au Moyen-Âge, qui étaient aussi motivés par des rumeurs. Donc là, on se retrouve 500, 600 ans après, un même phénomène. Et c'est là que les commerçants ciblés se rendent enfin compte qu'on parle d'eux depuis des semaines. C'est toujours aussi le cas. Les gens qui sont concernés par les commérages toujours se rendent compte en dernier de ce qu'on dit sur eux. Et c'est là que ça commence à devenir gênant. Et donc, vous avez les institutions officielles qui vont dénoncer la rumeur. Et puis, elle va se résorber en quelque sorte, c'est-à-dire se dissiper, disparaître de la place publique. Mais les auteurs ont constaté que les gens continuent à la raconter de manière plus discrète. On peut analyser les thématiques qu'il y a dans cette rumeur, et on peut le faire pour beaucoup de croyances populaires. Ça thématise d'une part les dangers de la modernité. N'oubliez pas qu'on est ici en mai 69, donc en pleine turbulence sociale, c'est les mouvements de mai 68. La société est en train de changer. Et donc, c'est une histoire, la morale de l'histoire, c'est que les femmes qui essaient de s'émanciper, qui essaient de se débarrasser de leur rôle traditionnel à la maison, qui sortent dans des lieux dangereux, des boutiques de mode, cabines d'essayage, il y a aussi des connotations un peu érotiques, eh bien, il leur arrive des mauvaises choses.
On a aussi la figure du juif. Alors là, vous avez le stéréotype typique du juif qui est d'apparence bien intégré, mais qui en réalité œuvre à des fins sinistres. Le juif qui est aussi montré comme étant lubrique et qui est accusé de rapt d'enfants. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Ça fait des centaines d'années que cette image colle aux juifs. Et donc, vous avez ici, au niveau imaginaire, une manière de mettre en récit un certain nombre d'anxiétés qui sont ambiantes à l'époque. Passons au troisième cas, qui concerne les théories du complot. Donc, ça, quand j'ai commencé à faire des travaux sur les théories du complot, c'était une quinzaine d'années. C'est une thématique tout à fait marginale en psychologie sociale. Et puis, si j'en parlais à mes amis ou mes voisins, parfois je discute avec mes voisins de mes thématiques de recherche, ça fait rire, ça fait sourire. Hein. C'était quelque chose vraiment... et maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, je dirais, une des problématiques les plus importantes et un des risques les plus grands pour notre démocratie, puisque vous avez de plus en plus de gens qui croient aux théories du complot, vous avez une propagation qui est de plus en plus soutenue aussi par des autorités. Donc, ce n'est pas juste quelques énergumènes ou des fous qui propagent ce genre de choses, mais c'est aussi les autorités qui proposent des théories du complot. Et donc vous avez des exemples ici. On remet en cause l'origine naturelle de l'épidémie de sida. Donc l'épidémie de sida ne serait pas causée par le virus VIH, mais par différentes autres causes, notamment le style de vie de la personne. Vous avez peut-être entendu parler de cette théorie du complot là. L'alunissage n'aurait jamais eu lieu. C'est quelque chose qui a été filmé dans une cave hollywoodienne. Certains disent par Stanley Kubrick lui-même. Enfin voilà, ça dépend des variantes. Et puis vous avez comme toujours les théories du complot sur les Juifs, ici qui se propagent par le biais de ce qu'on appelle les protocoles de sages de Sion, qui est un document construit pour représenter, soi-disant, des protocoles secrets de réunion de juifs puissants qui essayent de se partager le monde entre eux. Fait divers intéressant. Tous les dictateurs, c'est quelque chose qui a été fabriqué en fait par les services secrets russes vers la fin de la Première Guerre mondiale. Hitler s'en est servi pour légitimer ses fantasmes contre les Juifs. Henry Ford, l'industriel américain, a fait imprimer et traduire 500 000 copies de ce livre distribué aux États-Unis. Donc vous avez des vecteurs de propagation ici assez importants. Les décès de célébrités, si vous êtes très célèbre, vous avez une théorie du complot à propos de votre décès. Je ne veux pas les passer en revue. Hein. Vous savez que vous avez certainement entendu parler de ces théories du complot. Ça, c'est quelque chose... donc Kennedy, il n'aurait pas été assassiné par un assassin seul, mais par tout un complot, selon qui vous demandez le complot est différent. Ça, c'est quelque chose qui est cru par une majorité des gens aux États-Unis. Donc la thèse officielle comme quoi l'assassin de Kennedy aurait agi seul est passée en minorité. Donc ce n'est pas juste l'apanage de quelques personnes un peu particulières. Et même si vous êtes un peu moins célèbre, vous avez aussi des théories du complot qui vous concernent. Alors maintenant qu'on a beaucoup de travaux sur ce phénomène-là, on sait pas mal de choses en fait sur les caractéristiques personnelles qui caractérisent les gens qui ont tendance à croire au complot et les facteurs situationnels. Alors les caractéristiques personnelles, c'est l'extrémisme politique, donc les gens qui sont typiquement d'extrême droite ou d'extrême gauche, plus vous êtes aux extrémités politiques, plus vous êtes enclin à croire aux théories du complot. Le statut minoritaire, par exemple un statut ethnique minoritaire, vous prédispose à croire aux théories du complot. Par exemple, la population noire aux États-Unis a tendance à plus croire à certaines théories du complot qui la concernent.
L'irrationalité, donc est-ce que vous avez tendance à croire à des phénomènes irrationnels comme, c'est toujours délicat de donner des exemples, mais comme les phénomènes surnaturels, etc., etc. L'anomie, qui est une mesure de votre tendance à être désengagé de la société. La paranoïa, qui est une dimension clinique, mais aussi l'éducation. Et très récemment, il y a eu une étude multinationale qui montrait que la pensée populiste corrélait avec l'adhésion aux théories du complot. La pensée populiste étant définie comme étant avoir une vision de la société qui oppose de manière binaire le peuple et puis des élites corrompues. Alors, plus vous adhérez à ce genre de vision de la société, plus vous avez tendance à croire au complot. Il y a aussi des facteurs situationnels. On a vu dans les exemples qu'on a passés en revue les crises, les catastrophes, les attentats, les décès de célébrités et le changement social, qui est un phénomène un peu plus discret, un peu plus pernicieux, un peu moins éclatant, disons. Et ce qu'on a pu identifier dans ces différents types de situations, c'est que c'est des choses qui amènent typiquement, au niveau psychologique, un sentiment de perte de contrôle. C'est-à-dire que je ne suis plus maître, en fait, de mon destin, de ce qui m'arrive, et ça génère des sentiments d'anxiété. Et c'est ça qui est un prédicteur de la croyance au complot. Alors on peut montrer ça de manière expérimentale. Il y a des études qui demandent à des gens d'imaginer des situations, de revivre des situations où ils étaient en perte de contrôle. Et puis on peut montrer que ces gens-là ont plus tendance à voir des patterns illusoires dans par exemple une série de points qui sont organisés de manière aléatoire, à voir, comme ici, des images ou de l'ordre derrière. Alors ici, on est bien d'accord, ce n'est pas un assemblage aléatoire, il y a bien une image là derrière. Mais vous avez plus tendance à voir ce genre de choses lorsqu'on vous met dans une situation de perte de contrôle. Alors, je passe de l'autre côté, et puis je passe... Est-ce qu'il y a moyen de baisser les... Alors, je passe à la thématique du commérage. Donc, le commérage, ça se distingue un peu de ces autres formes de croyances, parce que le commérage est défini comme des propos évaluatifs, donc positifs ou négatifs, qu'on tient sur des personnes plutôt que sur des phénomènes ou des événements. Et donc, c'est des propos qui sont typiquement tenus sur des tierces personnes qui sont absentes au moment du commérage. Pourquoi est-ce qu'on commère? Alors, on sait qu'on passe une grande partie de notre temps quotidien, il y a des études qui recensent en fait ce de quoi on parle, combien de temps on passe pendant la journée, et puis une grande partie de notre journée éveillée est passée à commérer, à parler d'autres personnes. Alors, ce dans beaucoup de cultures différentes, donc il me semble que c'est une constante de l'humanité. Alors, le terme est étymologiquement relié à la féminité. Il y a cette notion de commérage, commère. Les études montrent que dans la plupart des sociétés modernes, les hommes commèrent autant que les femmes. Donc, il y a relativement peu de différence au niveau de la fréquence à laquelle on s'adonne au commérage. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que les femmes et les hommes ont tendance à commérer sur des thématiques différentes. Ça, ce n'est pas quelque chose qui vous surprendra. Alors pourquoi, quand on a quelque chose qui est universel, quelque chose qu'on passe une grande partie de notre journée à pratiquer, on peut se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent à l'être humain, qui fait partie de son passé, de son héritage évolutif? C'est pour ça que j'ai mis cette photo ici. Il y a des anthropologues qui proposent en fait que le commérage, c'est un moyen, ça remplit la même fonction chez nous que l'épouillage. Ici, vous avez deux chimpanzés qui sont en train de s'épouiller. Alors, l'épouillage chez des grands singes ou chez beaucoup d'espèces animales, c'est quelque chose, donc on va enlever les parasites d'un partenaire. C'est quelque chose qui est assez plaisant si on vous épouille. C'est assez plaisant. Donc, on peut montrer que les individus qui sont épouillés dégagent, sécrètent des hormones comme l'oxytocine et qui, donc, ça donne un sentiment de bien-être
de confiance. Et donc, ce n'est pas une surprise que les individus qui s'épouillent souvent, et puis c'est un truc qui est réciproque aussi, sont des individus qui ont des liens sociaux assez forts. Hein. Et donc, c'est l'épouillage qui maintient les liens sociaux, mais aussi le lien social qui fait qu'on va s'épouiller réciproquement de manière préférentielle avec certains individus plutôt que d'autres. Alors, la proposition ici, c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire évolutive de l'humain, les groupes humains ont commencé à grandir parce que c'était avantageux d'avoir un groupe plus grand et parce qu'on peut plus facilement se défendre contre d'autres groupes humains. Enfin, les prédateurs principaux pour les humains, même à cette époque, ce n'étaient pas des animaux, mais c'était d'autres humains, d'autres groupes. Et donc, les groupes grandissent jusqu'à atteindre une certaine taille critique. Vous avez peut-être entendu parler du fait que c'est aux alentours de 150. C'est un peu un nombre magique qui est certainement un peu exagéré, mais qui correspond typiquement au nombre de relations sociales, personnelles, qu'on peut maintenir en quelque sorte. Alors, il y a des analyses qui montrent que si vous regardez le nombre d'amis que les gens ont sur Facebook, ça tourne autour de 150. La taille typique d'une section dans une armée, pas une section, une compagnie, est autour de 100-150 personnes. Et donc, c'est, disons, la limite supérieure, en quelque sorte, où vous avez une espèce de solidarité organique entre les membres du groupe. Les gens se connaissent, s'apprécient, et au-delà de cette taille-là, les gens ne se connaissent plus, et donc vous devez avoir d'autres moyens de cohésion pour que le groupe reste ensemble et qu'il fonctionne ensemble. Et donc, quand on va grandir jusqu'à cette taille de 150 environ, impossible d'épouiller, ça devient numériquement impossible. Et donc, une des hypothèses, c'est que l'évolution du langage a été facilitée par la nécessité, en fait, de remplacer cette forme d'épouillage par une autre forme de maintenir le lien social. Et donc, d'où l'idée que l'épouillage, il est pris très au sérieux dans l'anthropologie évolutive, l'épouillage est une forme le commérage est une forme verbale d'épouillage. Et on a isolé donc beaucoup de fonctions du commérage, donc ça a une mauvaise connotation négative, bien sûr, quand on parle de commérer. Mais il y a beaucoup de fonctions positives. Redistribuer les informations dans les groupes, renforcer les normes sociales et punir les membres déviants. Ça, c'est particulièrement important dans les grands groupes humains où on ne sait pas forcément à qui on peut faire confiance. Et si vous faites vous-même l'expérience d'être trompé, par exemple, par quelqu'un que vous ne connaissez pas dans un groupe, c'est coûteux, mais c'est beaucoup moins coûteux si je peux vous avertir. Donc, je peux partager mon expérience de l'interaction que j'ai avec d'autres personnes, et puis je peux vous avertir, et donc vous n'êtes pas obligé de vous-même faire cette expérience négative et de subir le coût d'être exploité par quelqu'un d'autre. Donc, ça permet de punir les membres déviants d'un groupe, et ça, bien sûr, ça renforce aussi l'amitié, parce que le partage de contenu intime, créé par ce biais hormonal, un sentiment de sécurité, permet aussi de démarquer les frontières du groupe. Les gens avec qui on commerce sont aussi les gens qui font partie de mon groupe. Et aussi une fonction de divertissement, bien sûr, de soulager l'ennui qu'on peut avoir, par exemple, au travail. Alors, je voudrais juste montrer les résultats d'une étude de master que 2 de mes étudiantes ont fait à ce sujet, qui tend à confirmer ce que je vous ai montré avant sur ces fonctions. Donc, il s'agit de Marie-Lisa Autieri et de Kim Fellet, qui ont étudié les commérages au sein d'un groupe de travail. Donc, c'est un groupe de travail qui travaillait dans une grande exposition. Donc, c'était des jeunes gens qui se réunissaient pendant quelques semaines pour gérer les visiteurs dans l'exposition. Et puis, elles ont demandé à quelques-uns de leurs collègues de noter, avec des petits cahiers, donc c'est un tout petit cahier, c'est comme ça, assez discret, de noter au long de la journée, au moyen de ces fiches-là, chaque épisode de commérage auquel ils assistaient. Donc ça, c'est intéressant. Donc, ils décrivent l'épisode de commérage ici. Qu'est-ce que vous êtes raconté? On veut tout savoir. On note les émotions, de qui est-ce qu'on a parlé, qui était présent, dans quelle situation, etc. Et puis lorsqu'on classe un peu les épisodes en fonction de leur contenu,
Vous voyez ici qu'on a un certain nombre de choses qui sont très fréquentes et puis des thématiques qui sont moins fréquentes. Alors, vous n'arrivez pas à lire, mais la chose la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle de manière un peu euphémiste les histoires de cœur. C'est la catégorie la plus fréquente. Ensuite, on parle d'une collègue déviante, pas des collègues déviantes, mais d'une personne, un individu, qui ne se conformait pas forcément aux normes du groupe, qui faisait souvent les choses un peu de manière différente. Et donc cet individu-là a attiré à elle seule beaucoup de commérages. On parle aussi d'une chef, donc pas des chefs en général, mais une chef en particulier, des clients, on commère beaucoup sur les clients, et sur un chef particulier, et ensuite sur les conditions de travail. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez qu'il y a certains individus dans le groupe qui attirent une fonction disproportionnée de commérage, et ça rejoint cette idée-là que le commérage permet de punir symboliquement, d'avertir les autres membres du groupe à propos de sanctionner la déviance en quelque sorte. Alors, est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas? Ça peut avoir des fonctions positives, mais ça peut aussi mener à des phénomènes comme l'exclusion sociale, le mobbing, etc. Alors, j'ai fini ce tour d'horizon, et puis je voudrais passer rapidement en revue quelques points communs qu'on peut tirer de ces cas. On peut remarquer que dans beaucoup de ces cas, vous avez des sources de savoir qui se mêlent. D'une part, des sources modernes, des découvertes scientifiques, des nouvelles technologies, qui se mêlent avec des sources traditionnelles, des images de la culture populaire. Donc vous avez une espèce d'utilisation de ces sources traditionnelles pour interpréter la nouveauté. Et donc c'est là qu'on peut imaginer une des fonctions sociales des croyances populaires, qui est l'interprétation, la symbolisation, si vous voulez, des événements collectifs qui sont souvent subis et traumatisants, ou en tout cas anxiogènes. Et donc, il s'agit, dans beaucoup de ces histoires qu'on va raconter, de créer du sens. En anglais, on utilise le terme sense-making, donc créer du sens pour interpréter en quelque sorte ces changements qui nous arrivent dessus. Et donc, on peut mettre ça en lien avec un aspect anxiogène du changement, changement qui crée l'incertitude, incertitude matérielle, mais aussi incertitude idéologique, symbolique, psychologique. Et donc, ça crée de l'anxiété. Et la mise en récit, puisqu'il s'agit bien pour toutes ces formes de croyances populaires, de récits, c'est des histoires qu'on va raconter, qui permettent d'ordonner l'expérience et de stabiliser les croyances, stabiliser les idéologies. Par exemple, en transformant l'anxiété en peur, la rumeur d'Orléans a pris cette anxiété qui était liée au changement social dont on était en plein dedans, 1969, mai 69, et puis on va la transformer par le biais du récit en une peur très concrète, peur imaginaire, mais très concrète, l'enlèvement de jeunes filles. Et on va simplifier aussi la causalité abstraite, ça c'est un peu l'apanage des théories du complot. Beaucoup de phénomènes dans le monde moderne sont l'apanage de causalité très complexes, et les théories du complot permettent de les simplifier, notamment en les personnifiant, c'est-à-dire en mettant en cause les agissements de certains individus qui agissent en coulisses pour essayer de gouverner le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ces croyances populaires s'opposent aussi à l'autorité épistémique, donc il s'agit souvent de croyances populaires, où c'est le peuple qui va raconter, c'est les travailleurs, c'est les collaborateurs, et ça s'oppose à des versions officielles des événements. Donc il y a un caractère un peu subversif de ces récits. Alors je voulais vous montrer rapidement un peu les mécanismes de transmission. Ça c'est une étude ancienne qui a été effectuée par un psychologue anglais qui s'appelle Bartlett, où il emploie une méthode qu'on utilise encore aujourd'hui pour mettre en évidence les glissements de sens. Alors ça s'appelle de manière pas très politiquement correcte en français le téléphone arabe. On va donner ici un dessin à quelqu'un. La personne va regarder le dessin, on va l'enlever, puis la personne va redessiner de mémoire ce qu'elle a vu. Ça donne ça. Je prends le dessin, je le montre à la deuxième personne qui va redessiner ça de mémoire, ça donne ça.
Je prends ça et puis je donne à la quatrième personne. Et vous avez, au long de cette chaîne de reproduction, une espèce de dégradation de la signification et une espèce de reconstruction. Et donc vous avez ici une illustration du mécanisme de transformation progressive par lequel on va adapter une idée pour qu'elle devienne plus pertinente, plus cocasse, plus intéressante, etc. Et qu'elle va être plus facile à raconter, plus facile à croire et plus facile aussi à diffuser. Une autre chose qu'on peut dire à propos de ces idées, c'est que c'est des choses que les dirigeants ont envie de maîtriser. Vous avez ici un fait divers récent dans un village philippin où le maire a interdit les commérages sous peine d'amende parce qu'il constatait que ça avait tellement d'effets néfastes qu'il voulait tout simplement les supprimer. Alors ça, c'est un réflexe que beaucoup de gens ont pour essayer d'endiguer le foisonnement de ces croyances populaires. Et donc, il y a beaucoup de littérature sur la gestion des rumeurs. Et en fonction de ce qu'on a vu dans ces cas, on peut dire que avant, beaucoup du travail d'endiguement, c'est du travail de prévention qu'on fait avant, donc communiquer pendant le changement, c'est un peu le cliché de la gestion du changement, pour réduire l'incertitude, mais surtout soigner une relation de confiance pour pas que les gens se sentent la nécessité de créer ces histoires et planifier le changement de manière participative, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre en quelque sorte les raisons du changement, qu'on n'ait pas besoin d'inventer des causes pour pallier à l'incertitude. Pendant, on préconise une neutralisation rapide, intervenir rapidement, ne pas répéter les rumeurs pendant le démenti, ça c'est quelque chose, parce que si vous répétez, là je viens de transmettre en fait une quinzaine de rumeurs à plein de gens, et vous allez les raconter plus loin, et puis c'est aussi par ce biais-là que ces rumeurs vont persister et renaître peut-être une autre fois. Donc, comment les démentir sans les répéter? Il y a différentes techniques pour le faire. Et il faut toujours user de la répression avec circonspection, parce que c'est un outil qui est risqué. Alors, pour terminer, quelques implications pour la vie organisationnelle, des points de réflexion que je trouve peut-être les plus intéressants, c'est l'importance de la signification donnée par les grands récits qui légitiment en quelque sorte la culture organisationnelle, la culture de notre société. Et certains commentateurs disent, s'il y a autant de théories du complot qui circulent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de grands mythes qui légitiment notre société. Tout a été évacué. On parle souvent de désenchantement de la société. Et quelque part, c'est un vide que viennent remplir les théories du complot. Donc on a toujours besoin de garder cette signification, sense-making, pour donner du sens à nos pratiques quotidiennes. Et donc le changement amène de l'incertitude qui crée de l'anxiété et qui crée ce besoin de faire sens. Dernière remarque, je pense que c'est un lien qu'on ne fait pas assez souvent, ces idées qui se propagent toutes seules, c'est un peu semblable à ce qu'on appelle dans les sciences organisationnelles le leadership charismatique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un leader charismatique? Un leader charismatique, c'est un personnage qui arrive dans une situation de crise et qui, de par le biais d'une vision de transformation, arrive à fédérer des suiveurs autour d'un mouvement social. Alors ici, c'est un peu la même chose, sauf que vous n'avez pas un individu qui va propager cette vision, mais c'est des idées qui vont se propager tout seuls. Donc là, je crois que c'est un peu, on pourrait dire que c'est le phénomène inverse du leadership charismatique, pas tout à fait, mais en tout cas, il y a un lien intéressant à creuser. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. C'est le moment des questions. Est-ce qu'il y en a? C'est toujours la première. Qui se lance? Merci. Merci beaucoup, Adriane, pour ta présentation. On parle beaucoup maintenant de la 5G. On voit qu'il y a des tas d'angoisses, d'articles, de gens qui prennent position, etc. Et
qu'est-ce que tu penses que Swisscom pourrait faire par rapport à ce qu'ils font leur communication? Ils mettent des petites images avec la nature, avec des... Est-ce que c'est approprié ou pas par rapport à cette situation de crise pour eux, hein? Est-ce qu'ils devraient changer leur communication, qui a peut-être déjà établi avant? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... c'est vraiment de la peur qui est générée par une anxiété, par quelque chose... Il n'y a rien de prouvé. On est dans le principe de précaution, on est dans l'attentisme, au lieu d'être dans ce qui s'est passé avant avec la 2G, 3G, 4G, ça allait, puis maintenant 5G, tout d'un coup, ça ne va plus. Alors qu'il n'y a rien de prouvé, il n'y a rien de... Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Alors, je ne suis pas un expert en marketing, mais on peut dire que ça rejoint... C'est un peu la même idée que ce qu'on a ici. C'est qu'on a ici des appareils qui sont dangereux, ils émettent des radiations. C'est un peu comme ça aussi, sauf que ça fait un peu années 80. Hein, là, ça, c'est plus moderne. Hein, Et puis le 5G, c'est la même idée. C'est qu'il y a des... Parce qu'ici, vous voyez bien, il y a une allégorie ici aussi. Hein, l'œuf, c'est quoi? Hein? Le cerveau. Ou si vous êtes un homme et vous portez le natel dans votre poche. Enfin voilà. Donc c'est une allégorie qui est très concrète ici. Et puis l'idée, c'est que les ondes sont tellement puissantes que ça peut cuire votre cerveau. Alors, les peurs autour de 5G, ça participe à ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur quel registre est-ce qu'on peut jouer pour... Ça, c'est une bonne question. Peut-être que quelqu'un a une idée. Hein? Oui. Alors... Bon, alors la 5G, je ne me suis pas encore intéressé pour être vraiment compétent, mais pour les histoires de téléphone mobile, on ne sait pas encore en fait. Pour le moment, il n'y a pas de données qui font penser qu'on doit être inquiet. Mais on ne sait pas en fait, c'est quelque chose qui est trop nouveau. Donc moi je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que pour les antennes, on a souvent l'idée inverse en fait, que quand une antenne est proche, c'est dangereux. Donc on ne veut pas d'antenne dans mon village. Hein. Alors que, comme vous dites, l'inverse c'est vrai, plus l'antenne est proche, moins on doit émettre des rayonnements et donc moins c'est dangereux en fait. Alors, je ne sais pas que Swisscom pourrait faire. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a pas mal de mouvements un peu subversifs aussi. Il y a des gens qui collent des affiches sur des portes, etc., contre le 5G. Il y a des trucs un peu sauvages qui commencent à émerger. Tu as une idée de... Non, simplement, je pense qu'on est exactement dans ce que tu as montré. Oui. Sauf que maintenant, là, on rigole de trucs anciens, parce que voilà, on Ouais. recule. Et là, quand on est confronté à une nouvelle situation d'évolution technique, etc., ben on est en plein dedans et on n'a pas la... C'est difficile de faire prendre conscience aux gens, de prendre ce recul, à part montrer des images comme ça, d'expliquer ce que tu expliques. Ouais. C'est pas pire qu'avant, quoi. Oui, et c'est intéressant parce qu'on recycle les mêmes savoirs, en fait. On les réactualise pour interpréter la nouvelle situation. Merci. Je vous remercie pour l'exposé. Vous avez parlé tout à l'heure de désenchantement qui favorisait un peu ce phénomène. Alors, je voulais avoir votre avis par rapport à toute cette problématique de la sixième extinction des espèces, du réchauffement climatique, qui était connu de tout le monde. Finalement, en tout cas, la population n'a jamais été aussi éduquée qu'auparavant, n'a jamais autant suivi de cursus de formation. Et on se rend compte que du jour au lendemain, ben, on devient climato-sceptique ou pas, qu'on devient pour le climat, mais on ne veut pas y participer favorablement. Comment vous expliquez ce changement? Est-ce que ça suit le même phénomène que les rumeurs ou pas? Parce que tout d'un coup, on s'aperçoit que toute une population suit un mouvement qu'on ne sait pas par qui il était conduit, alors que le phénomène existe depuis 40 ans. Alors, je pense que ce phénomène que vous évoquez, il est connu, ça s'appelle dans les sciences des médias, ça s'appelle agenda setting. C'est le fait que les médias vont, quand on porte l'attention médiatique sur une chose, ça commence à créer une certaine quantité d'intérêt public. Et puis ici, on est dans quelque chose où l'urgence est relayée dans les médias de manière de plus en plus vocale, en quelque sorte. Et ce que ça fait, c'est que ça oblige les gens à prendre position. Parce que maintenant, vous ne pouvez plus... Là, tu m'as pris un peu la 5G.
qu'est-ce que j'en sais de la 5G? Bientôt, je vais devoir me faire une opinion de la 5G, hein, pour paraître compétent, pour échanger de manière normale avec mes concitoyens. C'est la même chose maintenant, c'est depuis longtemps le cas avec le changement climatique. Le débat qui devient de plus en plus présent force les gens à prendre position. Et donc, quand on force les gens à prendre position, eh bien, vous avez toute une série de variantes qui émergent. Des variantes, on pourrait dire, cautionnées officiellement. Le changement climatique est réel, il est urgent. Mais vous avez aussi d'autres variantes qui commencent à circuler, comme quoi le changement climatique est un canular, c'est exagéré, etc. C'est des scientifiques qui poursuivent d'autres intérêts. Et donc, vous avez toujours, c'était la même chose avec le sida. Quand le sida a émergé dans les années 80, je m'en souviens très bien, parce que c'était la campagne Stop Sida en Suisse. Si vous êtes assez âgé, vous vous souvenez de cette campagne avec le préservatif Stop Sida. Et puis, j'étais adolescent à l'époque, donc là, tout d'un coup, la sexualité devient quelque chose de dangereux, hein. Et quand le sida a émergé dans les années 80, vous avez aussi beaucoup de théories, en fait, sur ses origines. Vous avez l'idée, c'était la plaie des gays, hein, c'était les hommes haïtiens, c'était les moustiques, hein. Donc vous avez beaucoup de variantes qui surgissent. Et puis maintenant, on a ce qu'on appelle une normalisation. Il y a une représentation du sida qui a écrasé toutes les autres, qui est la représentation dominante, comme quoi le sida est causé par le virus VIH, etc., etc., etc. Donc ça, c'est la version, on pourrait dire, c'est un savoir hégémonique qui casse toutes les autres histoires sur le sida. Mais vous avez quand même des groupes qui agissent pour promouvoir d'autres récits sur le sida, comme ceux que je vous ai montrés. C'est une création du gouvernement américain, etc., etc. Donc, à un moment donné, vous avez un processus où une forme de savoir, une version officielle, un récit qui s'impose, et c'est ça qui est la variante légitime. Mais vous avez quand même des variantes contradictoires qui continuent à circuler et qui font résurgence de temps en temps. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Comme les platistes. Comme les platistes. Ah oui, les platistes, ça c'est un autre sujet. Merci. Vous avez, à la fin de votre exposé, présenté en disant « répression à manier avec parcimonie ». Je voudrais que vous creusiez un peu ça. On est dans le cadre du MRHC, ressources humaines. Deuxième cas, on parle d'une chef qui émet une rumeur, on appelle ça du mobbing, ça peut être du harcèlement. Profilé en disant « attention, répression, prenez garde ». Vous ne pouvez pas rester aveugle ou sourd à ce qui se passe comme rumeur. Sans ça, votre chef va déprimer et ensuite aller plus loin dans sa descente aux enfers. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, il ne s'agit pas de ne rien faire, mais il s'agit... alors, quand on entend répression, c'est des choses comme ça, ou c'est des choses... je ne veux pas raconter de rumeurs, mais il me semble avoir vu récemment que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le général Guisan avait interdit la rumeur dans la troupe, dans l'armée suisse, sous peine de mort. Donc ça, c'est de la répression dure, parce qu'on pense que le fait de faire circuler ce genre de choses, ça sera néfaste au tissu social, et on a parfois de bonnes raisons de le faire. Alors je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais la répression, c'est quelque chose qui est à double tranchant parce que d'une part, ça casse la confiance qu'on peut avoir entre la direction ou entre les leaders ou le gouvernement et, disons, le peuple, entre guillemets. Maintenant, il est clair qu'on doit faire beaucoup de choses pour que les rumeurs cessent. Une chose qu'on peut faire, c'est les démentis clairs et nets. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Ça fonctionne de moins en moins bien, je dirais, dans le monde postmoderne avec les réseaux sociaux, parce que ça échappe un peu au contrôle, mais on peut, par exemple, enlever des contenus qui consistent en des théories du complot. C'est des choses qu'on peut identifier avec des algorithmes, et puis les enlever des pages web. C'est quelque chose qu'on veut faire maintenant pour éviter des interférences dans les prochaines élections américaines, etc. etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Mais là, il ne s'agit pas de la répression. Là, je mets ça dans la catégorie de démenti. Donc, le fait de corriger les informations
pour pas qu'ils influencent les gens. Et il est clair que si vous avez des dérapages comme du mobbing, des choses comme ça, c'est des choses qu'il faut corriger tout de suite et de manière très claire. Mais ça, ce n'est pas de la répression. Ouais. J'ai une autre histoire, mais peut-être une autre fois. Encore, oui. Mmh. C'est un peu la difficulté dans laquelle on se trouve de plus en plus dans nos organisations. Alors, je pense qu'effectivement, vous faites appel à un cliché communiquer pendant le changement, ça c'est un cliché. Hein. Puis vous avez raison que trop de communication tue la communication. Ce que les auteurs de ce type de démarche relèvent, c'est que souvent, dans le changement, vous le savez mieux que moi, on a tendance à pas communiquer assez parce que justement on veut éviter de communiquer des fausses informations. On va attendre, par exemple, d'avoir des informations définitives avant de les communiquer. Donc tout ce qui relève du provisoire, on hésite à le diffuser à grande échelle. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut revoir. Et alors tout dépend de la manière dont c'est fait, mais si c'est quelque chose qui est fait, disons, de manière... il est clair que ça doit être bâti sur une relation de confiance qui existe auparavant. Parce que sinon, c'est très difficile. J'ai un slide supplémentaire ici qui est une espèce de tableau de différentes manières de prévenir les rumeurs en fonction de ce que vous voyez en rouge, les phases de la rumeur, génération, évaluation, dissémination. Il s'agit d'agir sur des variables différentes. Ici, c'est l'incertitude et l'anxiété. Ici, c'est au niveau de la crédulité des gens. On a tendance à croire la rumeur qu'il faut jouer. Et ici, il faut juguler la rumeur pour éviter qu'elle se répète trop. Parce que quand les gens la répètent trop, ça devient presque impossible à éradiquer. Et donc, vous avez différentes choses à faire à différents moments de la diffusion de la rumeur. Alors, ça, c'est dans les organisations. Vous savez aussi qu'on a de plus en plus de problèmes à gérer ça au niveau sociétal. Alors, il y a des journalistes en Suisse romande qui réfléchissent à des apps. Donc, des apps qui vous permettent en quelque sorte d'évaluer la qualité d'une information que vous recevez. On essaye en France, pour contrer les problèmes de radicalisation des jeunes, d'enseigner, de faire des programmes de formation à l'esprit critique. En fait, beaucoup de ces choses, c'est d'amener les gens à appliquer quelques étapes de raisonnement avant de cliquer sur retweet, hein, et de faire passer ça à tous vos followers, de réfléchir un petit peu par rapport à la plausibilité de ce qu'on est en train de diffuser. Mais c'est des choses qui sont difficiles à résoudre. Encore une question ou deux? Sinon, voilà. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu. Alors, première information, c'est que la présentation ainsi que l'enregistrement, la voix sera disponible la semaine prochaine sur notre site mrhc.ch dans l'onglet sous la vignette After Work. Ce slide pour vous annoncer la prochaine rencontre, celle de l'automne, qui aura lieu donc le 21 novembre à Intelligence émotionnelle, paramètres de l'embauche, avec donc Marcelo Mortillaro de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de l'UNIGE. Donc bienvenue, toujours le même principe. Inscrivez-vous, une rencontre, des questions, un apéritif, et puis en fait un bon moment ensemble, quoi. Donc merci encore, et puis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté de la porte là. Voilà, merci.